De son vrai nom Nickerson Saint-Germain, Alibi Montana s'est imposé en l'espace de quelques années comme l'une des figures de la scène hip-hop français indépendant. D'origine haïtienne et né à Villetaneuse en 1978, il commence à se faire un nom auprès du public grâce à la sortie de sa mixtape T'as ma parole en 99, puis de la compilation Mandat de dépôt en 2002. Alors que sa carrière décolle, il est incarcéré pour tentative d'homicide. C'est de là que naîtra l'album 1260 jours sorti en mai 2004 sur Menace Records, qu'il a écrit en prison et connaîtra un succès à sa sortie. Rapidement, il enchaîne l'année suivante avec Numéro d'écrou qui connaîtra également un succès et convie des artistes comme Rof, Princesse Agnès, Calbo, Zoxy ou encore L.I.M. Tout en publiant les mixtapes toujours ghetto, il sortira un projet en commun avec L.I.M. Rue la même année. Mais c'est en 2007 qu'Alibi Montana va faire beaucoup mieux avec la sortie de son quatrième album Inspiration guerrière qui atteindra la 14e place la semaine de sa sortie. Il contient notamment le hit Loin des yeux, loin du cœur, son duo avec Diams qui sera un joli succès radiophonique. Très productif, il enchaîne par la suite avec Prêt à mourir pour les miens, son cinquième album studio en 2008, puis avec Affaire de famille, son album en commun avec son frère Alino en 2009. À l'occasion de la sortie de son livre De la rue à la rime, Alibi Montana nous a accordé une interview exclusive et ça se passe à Marseille dans le nouvel épisode de La Salle du Temps. Yeah, salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans le tout nouvel épisode de La Salle du Temps et on est en direct à Marseille avec justement une légende du rap français, Alibi Montana, qui est avec nous. Comment tu vas? Ça va super, Papa Ficou. Bah, écoute, content d'être ici à Marseille, il fait beau en plus. C'est clair. C'est carré. C'est carré comme never en tous les cas. Alors un petit CV express juste pour me présenter ton parcours parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération qui ne te connaissent pas. Il y a l'ancienne génération forcément qui te connaissent. Donc lâche-toi, un petit CV express, ton parcours. Bah écoute, Alibi Montana, le rappeur du peuple comme on m'appelle. Ouais. Donc à peu près 5 albums solo à mon actif. Mixtape et compile, il y en a beaucoup. Des albums en duo aussi avec mon petit frère Alino, avec L.I.M. Et voilà, il y a énormément de projets. Et puis ces dernières années aussi, je me suis mis à l'écriture. C'est-à-dire que j'ai sorti mon premier livre en 2019, qui s'appelle De la rue à la rime. C'est ça. Et là, dans quelques mois, j'ai mon deuxième livre qui va sortir. Ok. Ça s'appelle Je dis tout ce que la France vous cache. Ok, en tout cas, c'est un gros livre qui va arriver en tous les cas. Checkez fort l'actu d'Alibi Montana parce que c'est du très lourd qui va arriver. Et justement, donc, une question toute simple. Tu as commencé comment ta carrière de rappeur donc Alors franchement, j'ai commencé vraiment en m'amusant avec les potes quoi. Donc à faire du freestyle sur des morceaux quinri d'abord, parce qu'on n'avait pas d'instru, donc c'était vraiment on s'amusait dans le hall, etc. Et puis après un peu plus tard on a eu des instrus, on a commencé à kicker sur instru, au fur et à mesure ça a pris de l'importance jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qu'on aime vraiment, et enfin pour ma part, et que ça devienne quelque chose que j'ai envie de faire. Mais au départ je pensais pas du tout faire des disques et quoi que ce soit quoi. Au départ, c'était juste une passion. Donc, Juste une passion, voilà. Simplement. Voilà. Ok, en tous les cas. Tu es actuellement à Marseille pour la promotion justement du livre que tu as sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, de la rue à la rime. Voilà. Et d'ailleurs, le livre, je le précise, il a toute une BO. C'est-à-dire que si les gens ils tapent sur internet Alibi Montana De la rue à la rime et De la rue à la rime musique, ils vont tomber sur plusieurs titres qui sont la BO du livre, quoi. C'est disponible sur toutes les plateformes. C'est cool en tous les cas. Checkez les plateformes en tous les cas. Si vous voulez checker du lourd en tous les cas. Alibi Montana, De la rue à la rime. De la rue à la rime, les amis, en tous les cas. Et justement, il y a une différence entre écrire un album et justement écrire un livre. Est-ce que c'est pareil pour toi? Tu arrives à... Non, franchement, pour moi, ça n'a pas été pareil du tout. Ça a pris 3 ans quand même, l'écriture de la rue à la rime. Et je l'ai fait aussi avec 2 journalistes, donc Frédéric et Laurent Louis, qui travaillent dans différents magazines comme Paris Match. Il y en a un qui écrit dans le Parisien des fois. Et en fait, c'est des journalistes qui m'avaient suivi, si tu veux, en tournée. Ils étaient venus sur la tournée de mon album Inspiration guerrière. Et après, ils avaient couvert un petit peu de la tournée avec L.I.M. de l'album Rue, tu vois. D'accord. Donc je les connaissais depuis longtemps. Et après, c'est eux qui m'ont dit est-ce que tu n'as pas envie d'aller dans un autre délire, c'est-à-dire faire un bouquin où tu aurais plus le temps de raconter, c'est-à-dire la musique, mais raconter l'homme, la famille, expliquer un petit peu des choses que tu n'as peut-être pas dit sur les disques. Et après, ils m'ont convaincu de le faire. Et on l'a fait, mais franchement, c'est long, ça a mis 3 ans quand même. C'est clair. En tout cas, un livre, c'est pas pareil qu'un album. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Comme tu l'as dit, 3 ans, c'est énorme. Il faut bien... Et ça n'a pas été difficile pour toi de te livrer autant parce que c'est quand même autobiographique ce bouquin, donc j'ai envie de dire, parce que ça raconte beaucoup
tu te livres beaucoup, notamment sur ton parcours, notamment, je pense qu'il y a un passage qui dit notamment, tu as été refoulé de beaucoup de travail pour chercher du travail notamment, tu as des difficultés à trouver du boulot et que tu es obligé de t'en sortir pour les besoins de ta famille. C'est vrai, on va dire que comme je l'explique dans le livre, c'est vrai que moi j'ai perdu mes parents tôt, tu vois. Et j'avais un petit frère, Lino, et une petite sœur. Et je me suis retrouvé à m'occuper d'eux. Et c'est vrai qu'en étant refoulé de plusieurs travails dans lesquels j'ai prospecté, on va dire que même si c'est pas une gloire pour moi de dire ça, je suis pas là en train d'encourager la jeunesse à tomber dans l'illicite, mais je vais dire que moi, pour ma part, je suis vraiment tombé dans l'illicite, dans le trafic, dans tous les coins sombres du quartier, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de portes qui ont été fermées, tu vois. Et je suis rentré à fond dans l'illicite, on va dire, en partie aussi à cause de ça. Et parce que j'avais mon petit frère et ma petite soeur à charge. D'accord, c'est compréhensible dans tous les cas. Et justement, dans ce livre, j'ai remarqué, dans l'extrait que j'ai pu voir, tu te présentes, au tout début, si je dis pas de bêtises, on va dire en quelque sorte, ton blaze d'Alibi Montana, et chaque lettre, ça a une signification. Est-ce que c'est une manière pour toi, en fait, de bien te présenter à ceux qui veulent découvrir ton livre au public, tout simplement? Ouais, c'est aussi une manière de jouer aussi avec les mots. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les mots. Tu vois, donc avant d'écrire des textes, j'ai fait beaucoup de freestyle. J'aimais beaucoup l'impro aussi, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est parce que j'adore jouer avec les mots. C'est clair. Et justement, tu me parlais d'impro, justement. Ça t'est venu comment? C'est-à-dire la technique, ça t'est venu naturellement? Comment tu as pour commencer à rapper et tout? Ou c'est déjà... Ouais, franchement, c'est venu naturellement à partir du moment où on a commencé à rapper sur des instrus. C'est comme je t'ai dit au départ, on rappait sur les morceaux américains, mais avec la voix des Américains dessus. Et on s'amusait comme ça. Après qu'on a commencé à avoir les instrus, on a commencé à kicker. Et puis, moi, dans le hall, je commençais à improviser sur mes potes qui étaient en face de moi, surtout. Tu vois, ça me parlait. Par exemple, je voyais un mec, il avait, je sais pas, une casquette. Je disais, oui, lui, il a une casquette bleue. Je suis là, je regarde dans ses yeux. On est là, on nique tout et on fait jamais la queue. Tu vois, des trucs comme ça. Et après, au fur et à mesure, ça a pris. Et les mecs, ils ont aimé le délire aussi. Il y en a qui ont essayé de le faire et on a commencé à grave improviser, tu vois. Ça tue en tous les cas. Franchement, en fait, c'est bon esprit hip-hop, j'ai envie de dire, parce que l'improvisation, c'est important. Parce que maintenant, que ce soit dans les battles ou dans les scènes ouvertes, il y a beaucoup d'impro. Je remarque que ça revient beaucoup à la mode, on va dire en quelque sorte. Ça fait plaisir. C'est dans la base du hip-hop, j'ai envie de dire quelque part, tu vois. Donc ça, tu cites dans ce livre également NWA Express G ou encore NTM ou IAM comme j'ai envie de dire une référence qui t'ont inspiré à commencer à faire du rap, j'ai envie de te dire. Ouais, disons que c'est des gens que j'ai écoutés, c'est des gens que ce qu'ils disaient, ça me parlait aussi, tu vois. Je me retrouvais dans certains de leurs messages. Et voilà, ça fait partie des musiques, des disques que j'ai écoutés étant plus jeune. Et ça allait avec comment moi je voyais le rap, parce que j'aimais le rap qui dénonce, qui parle des vraies choses, qui dit ce que d'autres ne peuvent pas dire, des gens qui s'expriment pas, qui font pas de musique, qui n'écrivent pas, ils ressentent des choses et des fois tu peux parler à leur place. Et moi j'ai toujours aimé ce style de rap là. C'est clair, en tous les cas. C'est toujours rap conscient, surtout que j'ai remarqué ces derniers temps, le rap conscient se perd un tout petit peu. Donc tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Donc j'ai remarqué que ces derniers temps ça se perd un tout petit peu. Que maintenant c'est plus place à l'ego trip, glorifier à un moment donné des trucs genre par exemple j'ai plus d'argent que toi ou des trucs comme ça. Tu vois un exemple tout bête. Et je trouve que ça se perd en rap conscient. Tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Ben, je pense que maintenant le business il a pris le pas vraiment dans le monde du rap, tu vois. On est vraiment dans l'entertainment, tu vois. Je pense que maintenant on est plus dans le business que dans le message, tu vois. Tandis que avant je pense que le rap au départ, en tout cas moi quand je sortais mes premiers albums ou les gens dont tu as pu citer que j'écoutais, le message il était important, tu vois. C'est-à-dire de dénoncer les choses, de dire ce qui va pas, de mettre la lumière aussi sur des problèmes qu'on a, tu vois. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus l'entertainment qui compte, comme tu viens de dire, tu vois. C'est plus le côté briller. Je pense que le commercial aussi, il a pris le pas maintenant aussi sur le conscient. Et c'est la période qui est comme ça. Les gens des maisons de disques et les médias aussi, ils font partie de ceux qui sont dans ce game-là. Et maintenant, on est dans une période qui est celle-là, quoi. C'est ça, exactement. Et tu te souviens de ton premier texte de rap que tu as écrit Je me souviens pas. J'en ai écrit beaucoup, donc je me souviens pas, tu vois, les tout premiers. Mais comme je t'ai dit au début, moi, je faisais aussi beaucoup d'impro, tu vois. Je m'amusais à faire de l'impro. Et puis après, les textes, c'est vraiment
quand j'ai commencé quand je devais poser sur les premières compiles, parce que à force de kicker, de faire des freestyles en radio, machin, donc au départ, donc, mon nom il commençait à circuler de manière locale, et c'est tombé dans les oreilles de certaines personnes qui préparaient des compiles. Ils ont dit ouais ben oui, ce gars-là, on va essayer de le contacter, de l'inviter sur nos compiles, et j'ai commencé à faire quelques compiles, et c'est sur ces compiles-là que j'ai fait on va dire des thèmes, des textes, quoi, tu vois. C'est normal, en tous les cas. Et au départ, c'est vrai, comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, tu as vraiment douté. C'est-à-dire que les gens te disaient que, je pense que, si je dis une bêtise, tu me dis, les gens te disent que tu rappelais bien, mais toi, tu doutais. Est-ce que c'est vrai quand tu as... Bah, en fait, je crois que c'est aussi parce que même quand j'ai signé mon premier contrat avec le label Menace Record, il faut savoir que moi, le boss de Menace Record, il m'a retrouvé au 4000 à la Courneuve. C'est-à-dire qu'il m'avait entendu sur une compile d'un titre que j'avais fait sur une compile du premier label qui m'avait repéré, qui s'appelait Visla Record. Et ce mec-là, il a dit, ce gars-là, je le veux, j'ai envie de faire un label un peu à la défaut, et j'aime ce qu'il dit, et je voudrais qu'il soit à la vitrine de mon label. Ce gars-là, il s'appelait Bayes. Je vois, ça va parler à certains, Bayes de Menace Record. Et il est venu me retrouver dans mon quartier. C'est lui qui m'a dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Voilà, je veux que tu fasses ton disque chez moi. Donc au départ, je ne prenais pas en sérieux. Après, il m'a convaincu, mais même quand il m'a convaincu de le faire, et qu'on est rentré en studio pour enregistrer mon tout premier disque qui s'appelle T'as ma parole, j'étais à fond, un pied dans la rue et l'autre pied dans la musique. C'est-à-dire que je faisais les deux. Et c'est pas que j'y croyais pas, hein, mais c'était qu'en fait, j'étais pas encore dans la mentalité de me dire que je vais faire de la musique, que de la musique, quoi. Ouais, parce que tu pensais, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as aidé ta famille, tu sais, et tout, c'est surtout ça le principal, tu vois, ça se ressent tout simplement. Exactement. Exactement. Et justement, Visla Record, comment s'est fait votre rencontre? Visla Record, c'est comme je t'ai dit, c'est-à-dire le boss de Visla Record, il m'a entendu sur des mixtapes, tu vois. Et c'est pareil, il a dit, voilà, je fais une compile, je le veux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à poser sur la première compile de Visla Record. Et ça aussi, c'est sur cette compile-là même que Bayes, après, il m'a repéré, tu vois, ça fait boule de neige, quoi. Normal, simplement. Et Bayes, pareil, comment s'est fait la rencontre juste qui sera déterminant pour ta carrière, je pense, à un moment donné, Bayes de Menace Record. C'est déterminant, parce qu'en fait, Bayes, il va insister quand même. Parce que la première fois qu'il vient, il me trouve pas. Moi, je suis pas dans la cité. Il tombe sur des potes à moi, et les potes à moi, ils le refoulent. Ils lui disent, viens pas ici, vas-y, ne prends pas la tête avec ton rap. Le rap, c'est pour s'amuser, on s'en bat les couilles. Nous, c'est le business, tu vois. Et il a pas lâché l'affaire, il est revenu jusqu'à ce qu'il tombe sur moi. On a parlé, et je pense qu'il a su me convaincre. Quand il a dit les mots pour me convaincre de faire un premier album, d'entrer en studio pour enregistrer tu vois, une vingtaine de titres, et il m'a dit voilà, il m'a dit par rapport à ton vécu, il m'a dit j'ai parlé avec des gens de toi, je sais ce que tu as vécu ici, dans la cité, je sais ce qui est arrivé, tes parents, tes frères et sœurs. Il m'a dit je pense vraiment que voilà, tu as des choses à dire dans le rap, tu as des choses à dire dans cette musique-là. Il m'a convaincu de le faire, et comme tu dis, ça a été déterminant. C'est clair, en tous les cas. C'est clair, ça a été déterminant et que ça a permis d'évoluer ta carrière, j'ai envie de dire, pour la suite, j'ai envie de te dire, à s'entendre notamment beaucoup d'albums, je pense à 1260 jours ou encore à Numéro d'écrou, bien sûr. En fait, on va dire que 1260 jours, c'est le début du professionnalisme. Parce que quand j'ai sorti le premier EP qui s'appelle T'as ma parole, en fait, ce disque-là, il sort, mais on va dire 4 mois après la sortie du disque, je me retrouve en prison. Parce que comme je t'ai expliqué, j'avais un pied dans la rue, un pied dans la musique. On va dire que même le pied dans la rue, il était plus fort que le pied dans la musique. Donc du coup, comme j'étais sur beaucoup d'affaires, de transacts dans la rue, j'avais aussi pas mal d'ennemis parce que ce que je faisais, d'autres le faisaient. Donc du coup, j'étais en concurrence avec des gens. Donc après, j'étais impliqué dans une fusillade. Comme j'explique dans mon livre, pour moi, c'est une légitime défense. Tu vois, j'ai été inculpé de tentative de meurtre. Et c'est une légitime défense parce qu'on m'a tiré sur moi en premier. J'étais dans ma voiture. Et je me suis fait tripler de balles ma voiture. Et si j'avais pas mon arme dans la voiture, je serais pas avec toi à l'heure qu'il est. C'est clair. Et tu vois, c'est ce qu'on a expliqué au tribunal. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pris moi parce qu'il demandait 10 ans pour moi. Mais on va dire que la période dans laquelle où je suis resté en prison, c'est la période où j'ai écrit 1260 jours, mais sans le savoir. C'est-à-dire que pendant cette période-là, je commençais à écrire. Et puis à la fin, je vais me retrouver à faire 3 ans et demi. Et quand je sors de prison, Bayes, il me dit,
t'as vu, t'as fait 3 ans et demi. Je pense que l'album, il faut l'appeler comme ça. On va compter le nombre de jours que ça fait. 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. Et il m'a dit, on va appeler l'album comme ça. Et cet album-là, quand il va sortir, il va se classer dans tous les top albums. Voilà. En plus, sans grosse promo. C'est-à-dire, on est classé partout, dans les mid, dans tous les tops. Et quand le top album il sort, et ben tu vois écrit Alibi Montana 1260 jours parmi Johnny Hallyday, Goldman, tous ces gens-là. Et c'est vraiment ça qui va créer l'histoire de Menace et qui va tout lancer pour nous au niveau professionnel. C'est clair en tous les cas. Tu as tout dit en tous les cas. Et juste un mot par rapport à ton livre. Qu'est-ce que tu dirais au public s'il veut acheter ton livre justement de la rue à la rime? Franchement, ce que je dirais au public, c'est s'ils veulent lire l'histoire d'un gars de quartier, mais vrai, ce qu'il a vécu avant de faire des albums, de devenir un vrai artiste, et même tout le côté qui n'a rien à voir avec la musique, c'est-à-dire le côté famille, le côté relation avec les potes, le côté tout ce côté-là, il faut acheter de la rue à la rime, il faut le lire et ça va, je pense que vous allez, même sur moi-même, même les gens qui ont écouté mes albums, ceux qui ont acheté le livre, ils m'ont dit qu'ils ont appris plein de choses. Ils m'ont dit qu'il y avait des passages, ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a des choses aussi qu'ils ont plus compris. Ils m'ont dit que par exemple, ils ont compris certains titres que j'ai écrits sur des albums comme 1260 jours numéro 2 Crew ou Inspiration Guerrière en lisant le livre. Donc je pense que vraiment, le livre, il va être plein d'enseignements pour vous. C'est clair en tous les cas. En tous les cas, procurez-vous ce livre si vous ne l'avez toujours pas fait, parce que c'est du vécu et c'est Alibi Montana qui vous le raconte, en tous les cas, les amis. Ton actualité, j'ai envie de dire, c'est aussi la préparation du volume 2 d'Affaires de famille. Exactement, avec mon petit frère Lino. Voilà. Donc si tout va bien, c'est pour janvier 2022. Okay. Mais un petit peu avant, je pense qu'on va sortir un premier maxi avec sûrement 4 titres. Et ça aussi c'est pour la fin de l'année. Et voilà, on est rentré en studio donc avec Alino. Et on a bien écouté Affaires de famille, le 1, qui était sorti aux alentours de 2009. Et puis au fur et à mesure qu'on l'a réécouté, on commence à penser à la suite. Et puis une fois qu'on a emmagasiné assez d'idées par rapport à la suite, et par rapport à tout ce qui s'est passé après aussi, on est rentré au studio, on a commencé à enregistrer les titres. Donc là on a quasi fini, on est en train de choisir en fait les premiers titres qu'on va balancer dans le maxi qui va annoncer l'album. Ok. En tous les cas, checkez ça parce que si vous avez aimé le premier volume, le deuxième sera à mon avis 2 fois plus fort que le premier en tous les cas, c'est ce qu'on espère. Justement, tu parles de studio, d'écriture. Comment Alibi travaille sur les morceaux, sur un album en studio justement? Alors, j'ai une manière de travailler quand je suis sur mes albums solo et quand je suis à deux. Parce que comme je t'ai dit, bon, j'ai fait des albums avec Alino, mais j'ai fait des albums aussi avec L.I.M. C'est pas la même manière. Quand tu travailles tout seul, donc tu sélectionnes tes prods, ou soit tu peux être avec un beatmaker parce que tu as des idées et tu lui dis voilà les idées que j'ai et puis il les joue, tu vois. Et la différence c'est que quand vous êtes deux, vous devez tous les deux valider la musique. Donc pour moi, c'est plus difficile quand sur un projet à deux, tu vois, que sur un projet solo. Sur un projet solo, j'ai besoin que la musique elle me parle généralement d'entrée. Tu vois, j'aime pas par exemple écouter la musique du début jusqu'à la fin. J'aime bien que dès le départ, il y a quelque chose qui m'est parlé, soit une mélodie, soit une boucle, soit un élément sur la musique. Tu vois, j'aime bien que ça m'ait parlé d'entrée. Généralement, quand c'est le cas, je vais pouvoir écrire vite. Mais quand la musique, tu vois, je l'écoute d'abord plein de fois, généralement je ne la prends pas parce que je vais galérer à écrire dessus. Donc on va dire que ma manière de travailler elle est plutôt instinctive au niveau de la musique. Et à partir de là, eh ben, les mots ils sortent tout seuls quand j'ai ces éléments-là qui sont réunis. D'accord. En fait, toi, tu vas sans calcul, c'est-à-dire tu sélectionnes sans calcul et au feeling. Donc, voilà, beaucoup au feeling. Et je te dis, une fois qu'il y a quelque chose qui m'a parlé sur la musique, j'ai différents thèmes et je vais choisir le thème qui va le mieux avec. D'accord. C'est cool en tous les cas. Côté ciné, tu as l'affiche d'un film qui s'appelle Compatible avec Patrick Attali. Et comment s'est faite en fait la rencontre? Comment t'as proposé Alors moi je joue pas dans Compatible. Mais Patrick Attali c'est un ami à moi. D'accord. Voilà, celui qui a fait le film. C'est un très bon ami à moi. C'est-à-dire qu'il m'en avait parlé au départ de cette idée parce que c'est une idée. On va dire, c'est un film qui parle un petit peu des relations religion musulmane, religion juive, tu vois. Il m'en a parlé,
m'a parlé des acteurs qui allaient jouer ce rôle et j'ai trouvé que c'était bien et que c'était bien de faire ce film. Donc voilà, l'avant-première c'était il y a 3 jours et j'ai vraiment apprécié. Donc c'est pour ça que j'ai apporté mon soutien à Patrick du début jusqu'à la fin. Mais avec Patrick, on est en train de réfléchir ensemble sur des prochains projets, tu vois. Voilà. Mais niveau cinéma, si les gens veulent me voir jouer, j'ai eu l'occasion de jouer dans un film qui s'appelle Dans le dos. Ouais. C'est-à-dire vous tapez sur internet Dans le dos. C'est un film qui était sorti à l'époque en DVD. Et ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vous invite à le voir. Ceux qui ont envie de me voir jouer dans un film, voilà, c'était une belle expérience pour moi. Mais c'est vrai que là on est en train de réfléchir à d'autres choses. Même par rapport à mon livre De la voix à la rime, on est en train de réfléchir aussi avec des réalisateurs. Et mon prochain livre qui sort, je dis tout haut ce que la fonte je vous cache, on est aussi en train de parler par rapport à ce livre-là. Donc je pense que les gens auront l'occasion de me retrouver aussi en tant qu'acteur prochainement. D'accord. Et parlant de films toujours, est-ce qu'il y a d'autres films que tu voudrais faire, mais faisant d'autres rôles? J'ai envie de te dire, est-ce que tu serais tenté de faire un film avec d'autres rôles ou changer en fait un autre univers? Être dans un autre univers, ouais. Bah, c'est quelque chose qui pourrait me parler parce que c'est un challenge en fait. Ouais. C'est sortir de sa zone de confort, d'aller dans des trucs tout à fait différents. Et pourquoi pas, il faudrait qu'on me propose le truc qui me parle avec le bon réal, avec que les conditions soient réunies pour le faire, quoi. C'est clair en tous les cas. Et tout d'abord, pour revenir à la musique, tu avais fait un album en commun, 2 albums en commun avec L.I.M. Est-ce qu'on peut espérer une nouvelle fois un album en commun avec L.I.M. Puisqu'on l'a eu il y a quelques mois en interview, justement. Et voilà, est-ce qu'il y a une suite qui se prépare ou est-ce que déjà... Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite qui se prépare. Okay. Donc je sais pas. Mais après, comme on dit, on ne sait jamais, tu vois. Donc qu'on a décidé de faire le 2, c'était pareil aussi, c'était sur un coup de tête. D'accord. On s'est dit, vas-y, on va faire le 2, il faut qu'on rentre en studio, qu'on le fasse. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Okay. Mais tu as vu, sait-on jamais. On verra ce que l'avenir nous réserve. C'est clair. C'est cool en tous les cas. Ce que je veux dire, en fait, il y a les 2 albums de rue, notamment le premier, ça a quand même été un gros classique. Donc je tenais à le dire parce que franchement, c'est... Merci. On va passer à un petit jeu avant de conclure l'interview. Alors je vais te proposer 2 choix. Donc tu vas me dire un choix que tu vas garder. Tu as droit à un joker forcément. Donc je vais te dire les 2 choix un choix que tu vas me faire. Alors le premier il est un peu compliqué. J'ai envie de dire 1260 jours ou prêt à mourir pour les mêmes. C'est dur, mais je vais dire 1260 jours parce que pourquoi ? Parce que en fait c'est l'album que j'ai écrit au fin fond de ma cellule, avec des circonstances vraiment très difficiles où je pouvais rien faire pour ma famille dehors. J'avais une tentative de meurtre sur le dos, donc j'étais aux assises. Et après cet album aussi, c'est l'album qui va changer tout pour moi et pour les miens aussi. C'est l'album qui va nous permettre de rentrer en tant que professionnel dans le monde musical, de pouvoir faire la première tournée. Donc je pense que 1260 jours, ça joue un rôle tellement important pour tout ça. Je vais dire 1260 jours. Ok, ça marche. Ensuite, deuxième, pareil, je pense que c'est compliqué. France ou Haïti? C'est comme choisir entre son père et sa mère, tu vois. C'est difficile. Je suis d'origine haïtienne, donc j'ai beaucoup de familles encore qui sont en Haïti, tu vois. Ouais. Et puis j'ai grandi en France. Donc la plupart de mes amis sont en France, c'est avec qui j'ai grandi, tu vois. Normal. Donc comme je te dis, c'est comme choisir entre son père et sa mère. C'est difficile, tu vois. C'est vrai. Moi, je me sens profondément attaché à ces 2 pays, tu vois. Non. Profondément. Normal. Rap d'avant ou rap d'aujourd'hui? Alors, j'écoute beaucoup de rap d'aujourd'hui, hein. J'écoute ce qui se fait, j'aime bien me tenir au courant. Mais je vais dire rap d'avant juste à cause des combats, en fait. Ouais. Parce que, en fait, avant, sur les albums, plein d'artistes d'avant, sur leurs albums, il y avait beaucoup de combats qui étaient menés, beaucoup de causes qui étaient défendues. Et sur les albums qui sortent aujourd'hui, quand tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de causes, il n'y a pas beaucoup de combats qui sont menés, tu vois. On va dire, même s'il y a beaucoup de rappeurs qui sont super talentueux, tu vois, mais c'est juste par rapport à ça, tu vois. Ça marche. Et dans le rap d'aujourd'hui, à un moment donné, est-ce qu'il y a des artistes pour toi qui trouvent grâce à tes yeux, mais que tu kiffes, qui pour toi représentent bien le rap
qui ont le niveau, qui ont la technique, qui ont du texte, ça. Ben, franchement, il y en a beaucoup. Après, si tu me demandes de te sortir un nom comme ça, je te dirais Nino. Parce que Nino, pourquoi? Parce que je trouve que aussi bien sur certains instrus, il peut te kicker genre du rap. T'as l'impression que c'est du rap d'avant, dans sa manière de faire. Ouais. Et aussi bien dans l'actuel, je trouve qu'il est à l'aise aussi dans les thèmes, dans la technique. Donc c'est pour ça que je te sortirais Nino, même s'il y en a beaucoup qui sont très très talentueux. Ça marche. Rap conscient ou rap ego trip? Alors moi j'aime beaucoup les go trip, hein, parce que comme je t'ai dit, je suis d'une école impro, j'aime beaucoup l'impro, donc dans l'impro il y a beaucoup d'ego trip. Mais pareil, pour une histoire de cause et de combat, je dirais plus rap conscient, tu vois. Ok, ça marche. Hanouna ou Ardisson? Bah, Ardisson je le connais pas personnellement, alors qu'Hanouna je le connais, donc peut-être que juste pour ça je dirais Hanouna, tu vois. Normal. Normal. Un choix, j'ai envie de dire un peu compliqué. C'est d'ailleurs tes classiques. Un classique t'a fait connaître et un classique tu as fait toi-même. Code 187 ou Loin des yeux, loin du cœur? Ah, c'est pareil, hein, t'as vu, c'est chaud, parce que Code 187 c'est un gros classique pour toute la street, tu vois. Même partout où je suis parti jouer, que ce soit en Afrique, en Suisse, en Belgique, on m'a parlé de ce morceau, tu vois. Pendant mes tournées, on m'a parlé de ce morceau. Et Loin des yeux, loin du cœur avec Jam, ça fait partie de mes gros hits, on va dire, ça fait partie de mes gros hits, quoi, tu vois. C'est un morceau qui a été joué partout et qui m'a amené beaucoup de plans, tu vois. Ouais. Donc c'est difficile, tu vois, parce que d'un côté tu as un gros classique de rue et d'un côté tu as un hit pour moi. Ouais. Donc c'est dur. C'est dur. Mais en tout cas, big up ROH de Zef, tu vois. Normal. C'est Fiu, Kamel l'Ancien. Et gros big up à Jam, à Mélanie, tu vois. Ouais. Donc elle fait plus de musique, mais franchement, elle a amené beaucoup au rap, tu vois. Elle a beaucoup amené en tous les cas. Et comment tu t'es retrouvé justement sur le classique de Rof avec Sefio et Kamel l'Ancien? Si tu as une anecdote à nous dire par rapport C'est au téléphone en fait, Ousni m'en a parlé au téléphone quand elle avait l'idée de se faire ce morceau. Ouais. Tu vois, il me passe un coup de fil, il était super tard, je crois aux alentours de peut-être 1h, 2h du matin. Ouais. Il m'en parle, il me dit voilà, j'ai l'idée de ce morceau-là. 487, 93 plus 94, ça donne ce chiffre-là. Et voilà, je le sens bien. On en a parlé au téléphone et puis après c'est parti, hein, tu vois, on s'est dit. Il m'a dit j'ai des idées de prod aussi. Il m'a dit vas-y, on va se caler un jour, on va écouter ensemble. Et puis après, on a été unanime sur cette prod tous. Voilà. Et il paraît qu'une anecdote, Rof, apparemment, c'est un acharné du studio. Je pense qu'à l'époque de La Fierté des Notes, quand il a enregistré son album, il passait des nuits blanches, Ouais, apparemment. c'est vrai. Je peux te confirmer. C'est vrai. Il restait vraiment très longtemps au studio. Bon, je ne l'ai pas vu ces derniers temps là. Je sais pas s'il est toujours pareil. Mais c'est vrai que cette période-là, c'était vraiment un acharné du studio. Je te le confirme. C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de l'entourage de Rof, il y a eu l'époque de Street Lourd, il y a un morceau que tu avais fait, je crois que c'était sur Street Lourd, tu avais fait le morceau Ta Gueule. Ouais. Trop puissant, C'est un gros morceau aussi. Pareil, le morceau Ta Gueule, c'était un morceau à l'époque de ma tournée aussi. Je le jouais aussi tous les soirs. Parce que les gens le demandaient, tu vois. Ouais. Ça faisait partie des sons que les gens dans le public, avant que le concert commence, les gens ils disaient joue Ta Gueule, joue Code 187, tu vois, joue 1260 jours. Voilà, ça faisait partie des morceaux qu'on jouait aussi tous les soirs, tu vois. C'est clair. Justement, une autre rencontre qui a été loin des yeux, loin du cœur avec James. Comment s'est faite la connexion? La connexion elle s'est faite, on va dire un peu dans le hasard, tu vois. C'est fait comme ça, une rencontre dans la rue, un ami à moi qui dit un truc sur elle l'entend, elle croit que c'est moi qui l'a traité, après c'est mon pote. Ok. Après ça se discute et tout. Et je lui dis non, c'est pas moi, mais c'est mon pote, mais c'est vrai, c'est pas bien, elle a pas à dire ça, tu vois. Et puis c'est de là qu'on a commencé à parler, sympathiser et qu'on s'est retrouvé finalement à faire ce morceau, tu vois. Elle connaissait un petit peu ma vie, elle savait que j'avais fait 3 ans et demi de prison, parce qu'elle avait écouté le premier album 1260 jours, D'accord. ça lui avait parlé. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire un petit peu un rappel à ça, mais justement là, en racontant l'histoire d'un couple qui subit ça, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a écrit ce morceau. Ok, tout est parti de là tout simplement, c'est naturellement. Naturellement, ouais. Ok, ça marche. Et enfin, dernier choix, j'ai envie de dire, la scène ou le studio?
La scène, je pense que je kiffe plus sur scène, la vibe, l'échange avec le public. Voilà, après les deux sont indissociables aussi parce que il faut bien que tu ailles au studio pour créer des titres, tu vois. Ouais. Pour faire des classiques ou pour faire des morceaux qui parlent aux gens, il faut que tu ailles en studio. Mais après, je veux dire que entre l'écouter dans une voiture ou dans le studio et le jouer sur scène, Ouais. ben, moi mon kiff c'est plus le jouer sur scène, tu vois. C'est clair. Et justement, un souvenir de scène qui pour toi est le meilleur souvenir de scène. Je sais pas, il y en a plein, franchement. Il y en a plein. Mais il y a une date qui m'a marqué, c'était au Cameroun, Wow. à Limbé. Tu vois, j'avais joué. Garoua j'avais- ou Yaoundé? Je suis camerounais Non, aussi, tu vois. à Limbé, au À Limbé, Cameroun. à d'accord. Limbé. Ok. Et en fait, j'avais joué à Yaoundé, mais la dernière date c'était Limbé. D'accord. J'avais fait les deux autres villes et la dernière date c'était Limbé. Et le promoteur il me dit Limbé c'est un stade. Et je me rappelle c'était à l'époque de l'album Inspiration guerrière. Ouais. Je dis un stade mais t'es fou. Je dis mais c'est trop grand. Et le mec il me dit non t'inquiète et tout. Et moi même à l'hôtel je parlais avec mes gars, je disais mais le mec il est fou de prendre un stade et tout. En plus en dernière date et tout. Et puis on sort de l'hôtel, c'est l'armée qui vient nous chercher tu vois. C'est bizarre mais c'était comme ça. Donc c'est l'armée qui nous ramène jusqu'au stade. Et quand on arrive au stade, le stade il est blindé de fou tu vois. Je crois qu'il y a des images sur internet, si on tape Alibi Montana, Cameroun et tout. Et le stade il est blindé de ouf. Et on rentre sur scène et le premier morceau que je joue, c'est Crie mon nom, tu vois. Ouais. Et je commence à rappeler mon couplet de Crie mon nom. Et t'as tout le stade qui rappe Crie mon nom avec moi. Et franchement, ça fait partie des souvenirs inoubliables en fait. Tu vois. C'est grave. C'était dingue. Franchement, c'est dingue. Ça te donne comme tu le dis, franchement, c'est un gros souvenir et ça, je pense que ça restera gravé forcément. Ah ouais, c'est un gros souvenir. Pour moi et tous ceux qui étaient avec moi, tu vois. C'est clair, en tous les cas. Ben voilà, l'interview c'est terminé, j'ai envie de dire, se termine bien, on va dire en quelque sorte. Et en tous les cas, je te dis un grand merci à toi. Écoute, merci à toi pour tes questions parce que tu avais des bonnes questions pertinentes. Je pense que les gens vont apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Et je remercie tous ceux qui sont en train de regarder. Et franchement, c'était lourd. En tous les cas, merci à toi encore une fois. En direct de Marseille avec Alibi Montana, c'était la salle du temps. Et on se retrouve pour un prochain épisode, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Peace.